projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous regardons du côté du Sénégal et de ses réformes dans le secteur minier. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Il fait partie de ces hauts fonctionnaires qui façonnent l'Afrique de demain. Son domaine, c'est celui dont on parle beaucoup pour la croissance du continent, le secteur extractif. Et justement, son pays, le Sénégal, ne manque pas d'idées pour le réformer. Le professeur Ibrahima Diallo, directeur du cabinet du ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal, est notre invité du jour. Le Sénégal a mis en place depuis 2014 le plan Sénégal émergent, qui est un plan très important, moyen et long terme, horizon 2035, avec une vision nouvelle. Un collectif musical togolais décide de conquérir un public de fans en Europe. Focus sur le groupe Togo All Stars. Togo All Stars, un collectif de musiciens togolais qui ont cherché à faire de l'afrobeat, du high life, du afro-funk sous une base de musique traditionnelle du Togo. Rencontre avec une tribu de chasseurs de serpents, les Keira en Guinée. Avec eux, la tradition de sauver des vies menacées par les reptiles survit depuis des générations. On disait que c'était un serpent diabolique. Toute la population était inquiète. Si on ne parvenait pas à prendre ce serpent, alors on allait dire que ça allait passer de concession en concession. Ils sont sortis de l'ombre en 2017 au Togo, à mi-chemin du Ghana, la patrie de naissance de la musique high life, et du Nigeria, où l'afrobeat a vu le jour. Ce collectif de 10 musiciens a puisé dans toutes ses influences, y ajoutant même l'inspiration des sons traditionnels africains et du vaudou pour aboutir à une étonnante fusion. Pourtant, les Togo All Stars, c'est leur nom, sont en perte de vitesse en Afrique. Ils n'ont donc pas hésité à franchir les frontières et à s'exporter sur les scènes européennes avec des rendez-vous l'an prochain en Belgique et aux Pays-Bas. Notre correspondant à Lomé, Parfait Agosté, les a suivis en tournée. Regardez. Coup de chance, synergie de groupe ou volonté manifeste de tous, ils y sont en tout cas parvenus. Parvenus à enflammer les scènes d'Europe. Depuis lors, on les retrouve en tournée européenne. Maastricht, Bristol, Glasgow, Manchester, Bruxelles, Utrecht, Rotterdam, sur de grandes scènes de Celtic Connection à Glasgow en Angleterre, Couleur Café en Belgique et North Sea Jazz, Down the Rabbit Hole, Lowlands et les scènes hollandaises. Togo All Stars, un collectif de musiciens togolais qui ont cherché à faire de l'afrobeat, du high life, du afro-funk sous une base de musique traditionnelle du Togo, surtout du sud, Kinka, Gahun, Akpese et autres, toutes ces musiques qui se rassemblent, quoi. Et déjà 2 albums avec un 3e prêt à sortir. Découvert par un coup de destin, au hasard de ses recherches de promotion culturelle, voilà celui à qui le groupe doit sa sortie de l'ombre. Le groupe Togo All Stars que j'ai découvert il y a de cela quelques années, qui est un groupe de 10 musiciens togolais avec des percussions des couvents vaudous. Donc ça m'a vraiment impressionné et je me suis dit pourquoi ne pas mettre la main dans ce groupe-là pour vraiment donner une identité togolaise à notre musique et de pouvoir l'exporter vers le monde entier. Ici, nous sommes à DB Studio d'Utrecht, en Hollande, où le groupe est venu répéter un show en commande non prévu et que le groupe ne veut pas et ne doit pas rater. Une sollicitation de dernière minute, héritage d'un succès grandissant sur les scènes musicales européennes. Nous avons invité les Togo All Stars surtout par leur musique. Parce que cette musique a une base spirituelle qui est à la maison easy. Le groupe, depuis 2017, a beaucoup évolué. Et nous avions fait des tournées sur des tournées. Et nous avions eu la chance d'aller en Europe, où nous avions joué aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Angleterre. Donc le groupe est très connu actuellement à l'extérieur et les gens adorent notre musique
Parce que notre musique, ce n'est pas seulement une musique seulement dansante, mais avec des thèmes qui parlent à tout le monde. Là, il est en pleine exposition musicale à Oudekerk, disons plutôt Old Church, une des plus anciennes bâtisses et la plus vieille église de la Hollande dont les fondations datent des années 1300, aujourd'hui transformée en musée artistique d'exposition contemporaine. Je viens de voir les Togo All Stars dans la Oudekerk à Amsterdam et c'était vraiment super. Ce qui était bien, bon déjà je connais bien la musique de Togo All Stars parce que j'ai presque vu tous les concerts. À chaque fois ça me prend, j'ai envie de bouger, même si je suis fatiguée, après je suis plus fatiguée. Mais là dans l'église c'était différent parce que bon déjà l'endroit c'était différent qu'une salle de concert. Pour moi c'était la magie entre les deux religions. L'africain et l'église, bon, je ne sais pas si c'est une église catholique ou mais chrétien quoi. Le public était enthousiaste, était vraiment ravi. Tout le monde était ouf, vraiment, c'était bien. J'ai suivi le concert de Togo All Stars aujourd'hui. C'était vraiment magnifique. Spécialement ces chansons dans l'église qui datent du XIIe siècle. C'est vraiment spécial de sentir cette musique, qui est aussi une musique ancienne d'Afrique. Je souhaite que les Togo All Stars tournent le monde entier. Parce que je suis tout à fait sûre que la musique de les Togo All Stars est musique universelle. Musique pour tous, et pour tous pour entendre, mais surtout pour sentir. Vivement que la chance les poursuive aussi en Afrique et que le succès reste toujours au rendez-vous de leur aventure. Je vous le disais en titre, notre invité, le professeur Ibrahima Diallo, est l'un de ces hauts fonctionnaires africains au cœur de la réforme du secteur extractif du continent. Dans son pays, les mines constituent un axe important du plan Sénégal émergent, le cadre de référence des politiques mises en place par le président Macky Sall. Le professeur Ibrahima Diallo a confié à Laurence Oustras les priorités de son ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Ibrahima Diallo, bonjour. Le Sénégal a mis en place un plan prioritaire Sénégal émergent, capital pour le secteur minier dont vous avez la responsabilité. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Comme vous l'avez précisé, le Sénégal a mis en place depuis 2014 le plan Sénégal émergent, qui est un plan très important à moyen et long terme, horizon 2035, avec une vision nouvelle. Et cette vision, c'est vraiment un Sénégal émergent à l'horizon 2035, dans une société solidaire, avec un état de droit. Ça, ceci est important. Et donc, le secteur minier, dans ce plan, fait partie des 6 secteurs prioritaires. Et dans cette perspective, il y a 6 projets phares du secteur minier. D'abord, le phosphate. Le Sénégal affiche comme ambition d'ici 2035 de faire partie donc, des 3 premiers pays africains exportateurs effectivement de phosphate. Le second projet porte sur l'or. Donc le Sénégal ambitionne d'ici 2035 de faire figurer parmi effectivement les 7 premiers pays producteurs d'or. Nous avons aussi, et là vous parlez de minéraux critiques, nous avons un grand jugement de zircon. Donc voilà, le Sénégal a commencé à exploiter le zircon. Ça, c'est le 3e projet. Le 4e projet, c'est le gisement de fer, qui est très important au Sénégal et jusqu'à présent n'arrive pas à être exploité. Et donc nous avons des réserves très importantes. Et vous savez le rôle que peut jouer l'acier, effectivement, dans ces minéraux critiques. Ça, c'est effectivement le 4e axe. Et nous avons également la promotion et l'encadrement des mines artisanales, donc de l'exploitation artisanale, parce que donc dans ces secteurs, il se passe des activités très importantes et si on ne fait pas attention, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Donc ça, vraiment, c'est des projets très importants.
Vous avez assisté au sommet des minéraux critiques organisé par l'Agence internationale de l'énergie en septembre à Paris. Quelle est la position du Sénégal sur ces minéraux incontournables pour la transition énergétique? Les minéraux critiques, compte tenu vraiment des enjeux et des défis par rapport à l'énergie solaire en Afrique, l'énergie éolienne, etc. Donc, le Sénégal se positionne déjà dans cette problématique pour faire face aux défis de demain. Déjà au Sénégal, il y a des permis de recherche sur le lithium, il y a des permis de recherche sur le manganèse, et il y a des indices très importants sur le cobalt, le cuivre, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons accordé au Sénégal 2 petites mines. Des petites mines, donc les petites mines, ça ne dépense pas 500 hectares, mais déjà de lithium et de manganèse. Donc, en plus du grand jugement de Gircon. Donc, le Sénégal, vraiment, est entré, effectivement, dans la gestion, effectivement, de ces minéraux critiques. Mais cette économie qui doit être partagée avec des retombées à prochaine de valeur pour le Sénégal. Et ce message de mutualité et de partage vous semble-t-il avancer au sein de l'économie globale? Aujourd'hui, c'est clair, le Sénégal ne peut pas se marginaliser quand on parle de minéraux critiques. On parle de l'enjeu, l'énergie solaire. On sait qu'au Sénégal, voilà, avec les problèmes d'énergie que nous avons, on parle de l'énergie éolienne, on parle effectivement de l'automobile, on parle même des stratégies de défense et de sécurité dans un contexte de terrorisme, etc. Et tout. Donc le Sénégal vraiment ne peut pas se marginaliser par rapport à la problématique qui est évoquée effectivement aujourd'hui. Et il est apparu aujourd'hui, si nous devons faire face à ces défis de demain, nous devons avoir une approche de dialogue politique et de gagnant-gagnant pour qu'effectivement qu'on puisse faire face à ces défis de demain, parce que c'est clair, si on veut décarboniser, il va falloir effectivement rechercher les minéraux critiques. Presque plus de 50% de ces ressources, de ces minéraux critiques sont dans le continent africain. Et donc, on ne peut pas aborder ces questions sans la présence de l'Afrique. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous, le Sénégal, vraiment de prendre les choses en main en participant, mais dans une perspective pas très éloignée. Il va falloir effectivement impliquer davantage les pays africains pour qu'il y ait un dialogue très large, multipartite, sincère, avec une approche responsable pour que l'Afrique puisse participer et l'Afrique puisse gagner également de ces recherches et de ces perspectives qui sont dégagées. C'est un gros enjeu au vu des critiques en Afrique au sujet des contrats miniers négociés dans le passé. Est-ce que ce débat sur un meilleur équilibre des profits en faveur de l'Afrique est déjà à l'ordre du jour en ce qui concerne ces nouveaux minerais? Ce débat, on doit l'aborder, et si on ne l'aborde pas, c'est l'investissement qui sera remis en cause avec les soulèvements, les contestations des populations locales. C'est pourquoi il est vraiment dans l'intérêt de l'investisseur, des populations locales et de l'État, vraiment de bien poser les termes du contrat, de bien expliquer pour qu'il y ait effectivement vraiment un gagnant-gagnant. Voilà, si on veut qu'effectivement l'exploitation minière soit durable et puisse bénéficier effectivement à tout le monde, je veux dire l'investisseur, l'État, mais aussi les populations locales. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au cœur de la Guinée, à Farana, survit une tradition africaine bien gardée par une famille. Les Keira sont en effet une tribu de chasseurs de serpents entraînés depuis des générations à sauver des vies en soignant les victimes de morsures de ces redoutables reptiles. Ils font aujourd'hui le tour du pays pour traiter des patients et capturer
Les serpents, notre correspondant Sayon Koroma les a suivis à Kobikoro, un village où un serpent terrorisait les habitants. Regarde. C'est la maison de la terreur à Farana. Et Kaba, la propriétaire, est l'une des plus désespérées de la ville. En seulement une semaine, un spectaculaire serpent a sémé la panique dans cette concession, avant de tuer tour à tour 3 membres de la famille. L'épouse de locataire, son petit-fils et son unique fils de 14 ans ont tous succombé au venin meurtrier du terrible reptile. Cette semaine-là, c'était la semaine de tous les dangers pour les habitants de ce quartier. Une partie de Farana qui était même à 2 doigts de se vider de tous ses habitants. La faute à ce serpent venimeux. On disait que c'était un serpent diabolique. Toute la population était inquiète. Si on ne parvenait pas à prendre ce serpent, alors on allait dire que ça allait passer de concession en concession. C'est finalement grâce à la double intervention de cette tribu, les Kera du village de Tambaya à 80 km de Farana, que le serpent a été capturé à l'image de cet autre reptile, avant que le serpent ne subisse la colère des Kera. Quand on attrape le serpent, on le met dans notre eau sacrée. On le masse, puis il meurt de lui-même. Ce cas n'est pas isolé dans la région. Chaque année à Farana et dans les villes environnantes, des centaines de reptiles féroces sont domptés par cette tribu. Les Kera sont en fait des chasseurs de serpents. Ils se font appeler même maîtres des serpents. Les Kera attrapent ces reptiles à main nue, un métier dans lequel les Kera sont devenus célèbres dans le pays. Capturer les serpents, mais aussi et surtout soigner les morsures. Un héritage familial jalousement gardé depuis des millénaires, malgré la mondialisation. Ça fait 60 ans que je pratique ce métier. Même travailler au champ, je ne peux pas. Quand je vais au champ, à chaque fois on m'appelle. Il y a des malades qui sont venus, des gens qui se sont fait mordre par le serpent. Vous avez vu tous ces blessés par morsure de serpent? Mon travail, c'est de les soigner. Pas de travaux champêtres, mais le ciel leur a donné ce pouvoir, celui de débusquer les serpents les plus dangereux, afin de sauver des vies en Guinée et dans la sous-région. Le père de famille de cette tribu de 26 enfants est fier de nous présenter les archives des demandes venues de toutes parts. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, j'ai servi dans tous ces pays. Justement, voici une demande venant de la Sierra Leone, c'est leur cachet. J'ai sillonné tous ces pays dans cette même capacité. Vous me trouvez comme ça aujourd'hui, à l'aube de la retraite. Fatigués, maintenant, ce sont ces enfants qui prennent la relève. Les membres de la tribu Kera se transmettent ce savoir-faire pour entrer en contact avec ces reptiles dans une partie de la Guinée qui compte de plus en plus de nombre de morts par morsure de serpent. 24 000 vies ont été sauvées selon les calculs du vieux Kera. Et les techniques enseignées sont utilisées à bon escient pour traiter aussi les victimes de morsures. Ce groupe de patients est constitué de victimes. Parmi elles, cette petite de 12 ans, venue affaiblie dans ce village après 8 ans sans avoir trouvé de remède. Avant, la plaie de ma fille était plus grave que ça. La plaie venait jusque-là. Mais depuis que je suis ici, Dieu merci. Sinon, ma fille était complètement déformée et même ses os-là étaient de plus en plus visibles. Mais maintenant, ça va. Les victimes, n'ayant généralement pas les moyens d'atteindre un hôpital, trouvent leur salut chez les Kera. Cet homme est le 2e garçon de la tribu. Et c'est lui qui s'occupe ce jour-là du processus d'extraction des crochets du serpent sur le pied de ce garçon de 4 ans. Mais avant, des incantations que seuls les Kera ont le secret. Puis Alassane s'occupe délicatement de l'extraction des crochets du reptile à l'aide d'un coton magique. Ce sont des crochets de serpent que j'ai en main comme ça. Et ces guérisseurs ne vous demandent pas des millions, ni de motos, rien du tout. Tu donnes ce que tu peux.
C'est grâce à ces décoctions de plantes médicinales broyées à l'aide du pilon et du mortier que Alassane pourra soigner le garçon. Les paysans qui risquent chaque jour d'être mordus dans leurs champs peuvent également les utiliser. En cas de blessure de serpent, tu donnes ces décoctions aux victimes. Dès que tu doutes d'un endroit, tu mets ce médicament dans l'eau, puis tu jettes cette décoction par là. Tu la jettes par ici. Le serpent ne va plus venir à cet endroit. C'est à cause de ce médicament. Et les reptiles qui sont domptés sont emprisonnés dans ces cases. Ces décoctions représentent une véritable révolution pour la médecine traditionnelle et sauvent aujourd'hui des vies. Et à travers ce métier ancestral, les Kera ont aussi trouvé un moyen de subsistance. Et nous retrouvons notre invité Ibrahima Diallo pour aborder la délicate question des mines d'or et de l'orpaillage. Les solutions mises en place au Sénégal peuvent-elles inspirer l'Afrique? Écoutons-le. Monsieur Ibrahima Diallo, parlons maintenant du secteur artisanal de l'or. Est-ce que la solution qui a été testée par le Sénégal de grouper ces artisans miniers en coopérative ou un groupement d'intérêt économique, est-ce une solution qui a de l'avenir? Pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Ah oui, c'est une solution très importante parce que n'oublions pas qu'au Sénégal, dans la gestion du secteur minier, donc il n'y avait pas, du point de vue institutionnel, une direction qui s'occupait effectivement de ces questions. Mais depuis 2 ans, 3 ans, donc le gouvernement du Sénégal a mis en place une stratégie nouvelle du point de vue institutionnel en mettant en place une direction pour la première fois spécifique qui s'occupe effectivement de l'encadrement et de la promotion de l'exploitation artisanale, compte tenu des enjeux. Voilà, aujourd'hui, vous prenez le Sénégal, on parle d'appeler les statistiques qui sont un peu anciennes, il y a à peu près 4 voire 5 tonnes qui sont exploitées par donc ce sous-secteur, mais on n'a aucune traçabilité. Ça passe par les frontières maliennes pour aller vers Dubaï, etc. Il n'y a pas de retombées. Au moment où, paradoxalement, les bijoutiers du Sénégal réclament effectivement de l'or pour travailler. Raison pour laquelle il est mis en place cette direction de l'encadrement et de la promotion, d'une part, qui va non seulement identifier les acteurs, qui va mettre... Nous avons même un projet de mise en place d'une structure qui va accompagner effectivement les exploitants au niveau de la région sud-est du Sénégal, qui est Kédougou, avec effectivement la technologie effectivement adaptée. Tout ça, c'est pour qu'on ne perde pas la traçabilité de l'or. Et ça va couper la route aux trafiquants? Oui, nous c'est ça. Donc d'une part, il y a cette direction de l'encadrement et de la promotion. Il y aura des équipements, un centre expérimental qui va accompagner vraiment pour collecter. Nous sommes même en train de réfléchir sur un fonds pour accompagner effectivement ces exploitants de l'or au niveau local. Et tout ceci va nous permettre effectivement non seulement de maîtriser, d'identifier, de savoir qui exploite, parce que dans ces zones, il y a beaucoup effectivement d'étrangers, il y a plusieurs nationalités, les Sénégalais, les Burkinabés, etc., les Maliens, les Guinéens, etc. Il faut faire très, très attention pour maîtriser effectivement le flux. Voilà. Et ensuite, parallèlement, on mettra en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, un comptoir national, une société anonyme qu'on appelle la Société anonyme commercialisation de l'or du Sénégal. Et il y aura un pont entre ces exploitants locaux et le comptoir national. Donc tout ceci, c'est pour permettre effectivement à terme non seulement de maîtriser le flux, de savoir la contribution réelle de ces exploitants au niveau local, mais aussi de permettre aux bijoutiers aujourd'hui sénégalais vraiment d'avoir leur or et de travailler effectivement pour les Sénégalais et d'éviter que l'or transite par effectivement les frontières et par les pays voisins.
Est-ce que vous craignez l'impact que pourraient avoir sur le secteur de l'orpaillage les incidents sécuritaires à la frontière sénégalo-malienne? Bon, pour le moment, du point de vue sécuritaire, le gouvernement du Sénégal a fait un travail très important. Il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai, du point de vue sécurité eau, il y a eu des problèmes avec la pollution, effectivement, de la Falémé, mais qui dépend de l'OMVS. Et l'OMVS, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et avec le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Et donc l'OMVS est en train de travailler avec le ministère, va travailler avec le ministère des Mines, de l'Environnement, pour voir des pays, pour voir effectivement quelle est la solution, parce qu'il est inconcevable qu'on puisse polluer l'un des affluents les plus importants du fleuve Sénégal, qui est la Falémé. On sait que dans le plan Sénégal émergent, il y a aussi l'idée d'un hub minier régional de services logistiques, de formation, ainsi qu'un port minéralier. Ces projets vont probablement nécessiter une grande coopération régionale. Bon, pour le moment, je sais que nous travaillons avec une structure rattachée à la présidence sur ces questions. Faire du Sénégal un hub minier de services en termes de laboratoire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un laboratoire digne de nom certifié. L'or est raffiné à l'extérieur du Sénégal, en Suisse ou dans les autres pays, etc., avec d'autres laboratoires étrangers. Le Sénégal veut effectivement se positionner pour être un hub minier, compétitif, du point de vue académique également, vous l'avez dit. Nous avons un grand projet avec la Banque mondiale, mais le projet n'est pas arrivé à maturation, qui tourne environ de 60 milliards. Et dans cette perspective, effectivement, le hub minier occupe une place centrale, pour surtout le volet connaissance géologique. Voilà, et c'est question de certification, laboratoire, tout ça qui n'existe pas encore au Sénégal. Monsieur Ibrahima Diallo, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Ibrahima Diallo ainsi que nos émissions sur notre site africaonr.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.